Welcome everyone to this TechNet webinar. Bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire TechNet sur la vérification et la traçabilité des vaccins contre la COVID-19. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir des intervenants de l'OMS, d'UNICEF, de Vital Wave et de Rwanda. Alors, sachez que ce webinaire est enregistré et que le lien pour l'enregistrement et pour les présentations seront envoyés par mail à toutes les personnes qui se sont inscrites. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à vos intervenants dans la section questions et réponses dans le bas de votre écran. Nous répondrons à ces questions pendant la séance de questions et réponses à la fin des présentations. Ce webinaire est interprété en français également. Afin d'écouter l'interprétation en français, cliquez sur l'icône interprétation dans le bas de votre écran et puis sélectionnez français. N'hésitez pas à couper l'audio original pour n'écouter que l'interprète. Je vais maintenant donner la parole à Anita Sands de l'OMS qui va commencer sa présentation. Anita, la parole est à vous. Merci beaucoup, Géraldine. J'espère que vous m'entendez tous bien. Je m'appelle Anita Sands et je travaille dans le département de la réglementation à Genève pour l'OMS et je travaille dans l'équipe qui se concentre sur les produits de sous-qualité et les faux produits médicaux. Je suis responsable du travail sur la traçabilité des produits médicaux et du soutien aux États membres. Diapo suivante. Alors, je vais rapidement vous présenter les normes directives que nous avons pour soutenir les États membres qui se lancent dans la mise en œuvre d'un système national de traçabilité. Mais je pense qu'il est très clair que la pandémie de COVID-19 a vraiment mis la lumière sur l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement et sur d'autres aspects pour lesquels un système de traçabilité est important. Nous avons un document qui a en fait été produit et publié avant la pandémie, mais je pense que c'est toujours un seuil de référence intéressant pour voir ce qu'est la traçabilité et ce que nous recommandons pour ce qui est de l'approche de l'OMS. Donc, il est assez clair qu'il existe des opportunités, mais aussi des défis lorsque l'on parle de traçabilité. On pourrait penser que c'est le côté financier qui est la plus grande difficulté. C'est vrai que ça coûte de l'argent, mais il y a énormément de points positifs et l'ensemble du système de santé peut bénéficier de la traçabilité lorsque cette dernière fonctionne bien et est bien mise en œuvre. Donc, ce système peut empêcher l'entrée de faux produits médicaux dans les chaînes d'approvisionnement réglementées. Le système peut également détecter les faux produits médicaux, peut améliorer la sécurité des patients grâce à une meilleure capacité pour des rappels produits. Le système peut également améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement en réduisant le gaspillage et améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement afin de réduire les pénuries et les ruptures de stock. Donc, comme vous le voyez, c'est très intéressant pour les produits médicaux, mais aussi pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est vraiment une situation gagnant-gagnant pour l'accès aux vaccins et pour garantir que les vaccins sont sûrs et de bonne qualité. Cependant, bien sûr, cela demande beaucoup d'investissement, que ce soit financier, humain ou technologique. Il est très facile aussi de penser que la traçabilité, c'est seulement mettre un code barre sur un produit, mais c'est beaucoup plus que ça. Il s'agit de veiller à avoir un système de collecte des données qui collecte toutes les données qui entrent dans le système. Et puis, lorsque vous avez des produits ou des codes barres qui sont utilisés, ce qui fait en sorte que le système fonctionne bien, c'est que toutes les personnes qui ont le produit dans leur chaîne d'approvisionnement comprennent pourquoi la traçabilité est importante afin de pouvoir assumer leur propre rôle.
Alors, souvent, on ne sait pas bien où sont les frontières nationales et donc il est important que les systèmes nationaux fonctionnent bien entre les frontières et donc que les systèmes fonctionnent bien entre eux. Cela nous permet de suivre les produits lorsqu'ils dépassent certaines frontières nationales également. En outre, la sécurité des données est toujours un défi que l'on doit garder à l'esprit en priorité lorsque l'on fait face à des données médicales aussi importantes. Il y a aussi la question de la durabilité. Beaucoup de nos partenaires sont très encouragés par cette idée de la traçabilité et veulent encourager les pays à la mettre en œuvre. Mais nous voulons garantir que cela soit fait de manière durable afin que ça puisse être utilisé dans l'ensemble du système de santé. Disons qu'on va commencer avec les vaccins pour la COVID-19, mais ça peut aussi être utilisé avec d'autres vaccins ou d'autres médicaments. C'est à ce moment-là que les bénéfices pour l'ensemble du secteur deviennent beaucoup plus visibles. J'ai aussi parlé de la sécurité des données, mais il y a aussi des questions très complexes en termes de gouvernance des données, c'est-à-dire qui est propriétaire des données, qui gère ces données, etc. Et puis, il y a aussi l'idée que nous travaillons dans un environnement très fragmenté, avec beaucoup de partenaires, beaucoup d'intérêts, mais aussi beaucoup de différences dans leurs intérêts en termes de traçabilité. Donc, c'est vrai que c'est un environnement assez complexe à naviguer. Alors, pour ce qui est des différents types de systèmes de traçabilité, je pense que certains pensent directement au système de suivi complet comme notre objectif final, mais il y a en fait beaucoup de systèmes que l'on peut avoir avant d'arriver à ce que l'on appelle un système de suivi complet, où on peut vérifier exactement où le produit est dans la chaîne d'approvisionnement et où il a été par le passé. Mais il y a aussi d'autres systèmes, comme par exemple un système de vérification au point de distribution, donc au moment où le produit est distribué ou utilisé, administré dans la campagne de vaccination. Il y a aussi un système de vérification des patients, où c'est le patient lui-même qui vérifie le produit. Alors cela est valable pour notamment les produits et les dispositifs médicaux qui sont utilisés pour les autotests, probablement moins pour les vaccins, mais c'est tout de même un système qui est intéressant. De nombreuses entreprises trouvent des solutions innovantes, viennent nous trouver en nous disant, voilà, j'ai trouvé cette innovation où on peut envoyer un SMS avec une photo pour dire si ce produit est authentique ou pas. Et donc ici, nous voyons beaucoup de développement, beaucoup d'évolution, mais nous voulons tout de même parler de l'ensemble du système. Il y a différentes manières d'utiliser ce système, mais je vais me concentrer sur les trois premières. Et principalement des deux premières, en fait. Je vais parler de la prévention, de la détection et de la réponse à des produits médicaux de mauvaise qualité ou falsifiés, et puis aussi les actions correctrices grâce à des rappels produits. Mais bien sûr, l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement, la sécurité des produits stratégiques, la vigilance pharmacologique et le remboursement sont d'autres façons d'utiliser les systèmes de traçabilité. Pour ce qui est des ressources de l'OMS, eh bien, nous pouvons soutenir les États membres qui souhaitent se lancer dans le parcours de la traçabilité. Nous avons le mécanisme des États membres. Il s'agit d'un organisme de gouvernance des réunions. Donc, on existe en tant que réseau et on se rencontre lors de réunions. Et l'un des aspects importants, vous avez ici un lien avec toute notre documentation, mais c'est de renforcer la collaboration et la communication entre les États membres. Et nous pensons que la traçabilité est un aspect assez important et les États membres doivent travailler ensemble sur cet aspect. Ça a été une des activités de priorité identifiées de ce mécanisme des États membres. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être impliquée dans le travail. En fait, il y avait un groupe de travail sur la traçabilité et j'ai été nommée comme coordinatrice de ce groupe. Diapo suivante.
Alors, ce que vous voyez ici, c'est qu'on a pu publier les orientations normatives sur les produits médicaux. Donc, ça, c'est un des documents les plus importants. Nous avons aussi le système de surveillance et de suivi mondial pour les produits médicaux falsifiés ou de sous-qualité. Donc, si vous identifiez un tel produit, vous pouvez le rapporter auprès de ce système mondial. Nous avons aussi la position officielle de l'OMS sur les codes barres, les codes QR et les moniteurs de flacons de vaccins dans le contexte des vaccins contre la COVID-19. Et puis, nous avons également des systèmes de notification pour les pénuries de médicaments et de vaccins, notamment le vaccin contre la COVID-19. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir appliquer cela à tous les produits médicaux, les médicaments, les vaccins et les dispositifs médicaux. Mais nous avons aussi des points spécifiques qui sont vraiment liés à la COVID-19. Et malheureusement, nous avons vu beaucoup de faux vaccins qui ont circulé à travers de nombreux États membres pendant ces 2 dernières années. Pour ce qui est des leçons importantes à retenir, l'OMS suggère que les États membres établissent de la gouvernance pour des systèmes de traçabilité, incluent une analyse de coûts et un mécanisme de durabilité et utilisent des normes reconnues au niveau international. Et puis, je voulais également noter que l'OMS reste neutre. L'idée, c'est d'avoir des points focaux, des points de référence dans les autorités de référence nationales qui peuvent répondre à toutes les problématiques identifiées au sein de la chaîne d'approvisionnement. Ces points de référence peuvent également vous soutenir dans la quarantaine de produits suspects, peuvent émettre des alertes pour plus de surveillance et plus de vérification. J'ai déjà mentionné que nous avons eu de nombreux cas de faux vaccins contre la COVID-19 dans la chaîne d'approvisionnement réglementée pour de nombreuses raisons. Mais ce que nous remarquons, c'est qu'un des facteurs principaux, c'est la mauvaise gestion des flacons de vaccins déjà utilisés. Donc, ils étaient repris ensuite, re-remplis et réutilisés. Donc, le flacon avait l'air complètement correct, l'étiquette était bonne, mais en fait, il n'était rempli que d'eau. Diapositive suivante et je vais donner la parole à ma collègue Lisa pour qu'elle vous parle des autres activités liées à la chaîne d'approvisionnement. Merci beaucoup. Merci, Anita. Je voulais simplement faire un petit test son pour voir si vous m'entendez. Oui, parfaitement. D'accord, merci. Alors, je ne vais pas utiliser ma caméra parce que ma connexion est assez limitée, mais je voulais vraiment remercier Anita pour cet aperçu fantastique. Et ce que je voulais faire maintenant, c'est vous donner un petit exemple de ce sur quoi on travaille, parce que je pense que lorsque l'on se concentre sur la théorie, et Anita a fait un très bon travail en nous disant qu'il y a beaucoup d'idées que les gens pourraient se faire, mais ça peut toujours être utile de regarder comment ça se passe en pratique sur le terrain. Ce que je voulais faire, c'est vous parler de l'exemple de ce que nous faisons en lien avec la COVID-19. Alors, nous avons l'accélérateur ACT-A, qui est un partenariat qui permet de renforcer l'accès à des outils liés à la lutte contre le COVID-19. Alors, je voulais vous en dire un peu plus. L'objectif de ce partenariat, c'est d'offrir des vaccins, des traitements, des diagnostics et d'autres outils aux différents pays, notamment les pays dont les besoins n'ont pas encore été remplis. Et puis, j'aimerais aussi passer la plupart de mon temps sur la diapositive suivante où on va parler de la traçabilité grâce au système de code barre et comment cela a un impact sur les vaccins. Donc, à nouveau, vous avez différents liens ici à l'écran et je voulais simplement attirer votre attention sur le deuxième parce que je pense que c'est le plus intéressant dans ce contexte. C'est le lien qui vous mène vers le document où l'OMS, c'est un document de travail, donc ce n'est pas des
des orientations officielles, mais c'est un document de travail que l'on avait publié pendant la pandémie qui pourrait donc être sujet au changement. Pour l'instant, il est assez stable, c'est vrai. Les recommandations sont assez stables, mais vous avez certains détails très intéressants. Et je vais vous présenter ce à quoi ça ressemble en pratique pour les COVID contre la COVID-19. Alors, je vais davantage me concentrer sur cette diapositive pendant ma présentation et je vais d'abord vous faire un petit résumé des recommandations de l'OMS et vous parler de certaines des difficultés pour les différents types de codes de matrices de données. Parce que toutes les matrices se comportent différemment et donc ce que l'on voit, c'est que lorsque l'on parle de niveau d'emballage, de traçabilité ou de code QR. Donc, je pense que la recommandation que l'on voit le plus de l'OMS pour l'instant, c'est que nous recommandons de mettre des matrices de données 2D, des codes barres, ou des choses qui peuvent avoir les mêmes informations sur les emballages secondaires. Donc, c'est un peu différent que ce à quoi on pense d'habitude. Il n'y a pas de recommandation actuellement pour inclure des codes barres sur le flacon du vaccin en lui-même. Donc, lorsque l'on a émis ces recommandations, il faut considérer différentes choses, notamment le coût. Donc, lorsque l'on produit un vaccin et qu'il y a des changements, par exemple sur l'étiquette, eh bien, cela a un coût. Vous avez sans doute déjà tous vu aussi un flacon de vaccin, c'est très petit et donc il n'y a pas beaucoup d'espace. Et donc, il est important de se rappeler que les informations sur le flacon, certaines sont obligatoires, elles doivent être là. Et donc, il y a eu beaucoup de discussions sur deux points. Premièrement, la traçabilité. Quelle traçabilité pouvons-nous utiliser? Pourriez-nous davantage utiliser les informations sur le vaccin si on avait le code barre directement sur le flacon? Cela nous permettrait peut-être d'avoir plus de traçabilité ou pas. Voilà. Donc, il y a ici un travail en cours pour essayer d'analyser les coûts et les bénéfices de ce qui se passerait si on ajoutait le code barre directement sur le flacon de vaccin. L'un des défis que l'on connaît, c'est que dans les pays qui sont soutenus par le partenariat ACT-A, beaucoup n'ont pas de système de traçabilité. Certains sont simplement en train de le lancer, certains ont fait des progrès, mais il y a beaucoup de pays qui n'ont pas du tout de système de traçabilité. Et donc, lorsque l'on parle de flacons de vaccin, eh bien, je pense qu'il est important de dire qu'on ne peut pas créer un seul système de traçabilité pour les vaccins, un autre pour les médicaments, etc. Non, il doit s'agir de systèmes nationaux qui sont flexibles pour être appliqués à différentes choses, différents produits. Donc, le problème ici, c'est la capacité limitée des différents pays. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter le code barre, mais aussi d'avoir le système de données, le modèle de gouvernance des données derrière ce code QR, derrière ce code barre. Il ne s'agit pas d'un système passif, mais d'un système très actif qui requiert différents éléments déjà en place. Alors, nous avons les codes barres, mais nous avons aussi les codes QR qui vont vous mener vers un site Internet, par exemple. Donc, l'industrie est intéressée par remplacer les étiquettes par des codes QR, par exemple. Mais c'est un sujet qui fait toujours l'objet de discussions. Il n'y a pas encore de recommandations officielles de l'OMS à ce sujet, mais ce que nous pouvons dire, c'est que nous n'avons pas diminué, réduit les critères de réglementation par rapport à ce qui peut être lu par l'œil humain. Donc, toutes les informations doivent toujours faire partie de l'étiquette. Si toutes les informations doivent pouvoir être lues par l'œil humain directement sur l'étiquette. Donc, voilà un peu la différence entre ces deux systèmes. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas encore d'informations pour les
emballages primaires. Et puis pour les codes QR, c'est un sujet ouvert, une discussion ouverte. Mais je pense que de toute façon, les codes QR ne pourront jamais remplacer toutes les informations sur l'étiquette. Je voulais aussi revenir à la question des données parce que lorsque l'on a les données, que l'on regarde la chaîne de responsabilité du produit, eh bien souvent c'est le fabricant qui est propriétaire des différentes données et puis après le fabricant va envoyer ces données au prochain responsable. Et puis après, lorsque ce produit va passer à la chaîne d'approvisionnement nationale, et donc il y a vraiment des changements au niveau de la propriété des données, de la gouvernance des données. Donc la question est de savoir si on pouvait avoir une base des données internationale. Donc l'idée ici, c'est de voir quelle est l'ampleur, quelle est l'échelle du système. Il y a aussi des questions juridiques assez complexes par rapport à la gouvernance des données. Donc voilà, je vais m'arrêter ici, mais je pensais que ça pourrait être utile de vous donner un exemple spécifique sur des codes barres dans un contexte particulier pour que vous puissiez voir l'évolution de la manière dont on travaille avec ces différents produits. Donc, merci beaucoup, Anita, et merci aux organisateurs. Je vous rends la parole maintenant. Okay, thank you very much. We will go now to the section on traceability. OK, merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant passer à la section sur la traçabilité et la vérification des produits de santé. Je vais présenter l'initiative et puis Max continuera le reste de la présentation. Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je vais essayer d'être rapide pour ce qui est de l'initiative sur la vérification et la traçabilité. Cette initiative a différents objectifs. Le premier, c'est de permettre au pays de gérer le risque de produits de santé falsifiés ou la diversion de ces produits qui doivent normalement être dans un pays et qui finissent dans un autre. L'initiative veut soutenir l'établissement à long terme de systèmes de traçabilité nationale et de visibilité de la chaîne d'approvisionnement dont ma collègue parlait. Et pour l'instant, nous nous concentrons sur les vaccins contre la COVID-19. Mais l'idée, et nous allons faire cela très rapidement, c'est d'étendre l'initiative à d'autres produits médicaux avec la même technologie. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est un système qui va nous permettre de faire tout ce que je viens de dire. En fait, c'est ce qu'on appelle le TRVST et on le prononce Trust. Donc, c'est le système de traçabilité et de vérification. Vous allez bientôt voir un répertoire avec différentes données sur les produits médicaux et différents outils pour vérifier et suivre les produits médicaux à travers différents pays. Voici ici un aperçu rapide de l'initiative. Il s'agit d'un effort multi-acteurs avec une structure de gouvernance précise, avec un comité de pilotage. Et puis, vous voyez les différentes organisations qui sont à la tête de l'initiative, Gavi, l'UNICEF, USAID, la Banque mondiale, le Global Fund, la Fondation Gates et puis aussi la FDA Rwanda qui, depuis le début, soutient cette initiative. Nous avons également une unité de gestion des programmes qui reçoit le soutien de Vital Wave, comme l'ensemble de cette initiative. Et puis, nous avons différentes équipes spécifiques qui gèrent, par exemple, l'aspect technique, qui gèrent le déploiement dans les pays et qui gèrent tout ce qui est politique des données et questions juridiques. UNICEF est le responsable du contrat avec les différents fournisseurs et Max nous en dira un peu plus sur cette question. Et puis, en plus du Rwanda et du Nigeria, nous commençons à recevoir des messages intéressés de différents pays comme le Népal, le Malawi et d'autres pays avec lesquels nous avons des conversations en cours qui seraient prêts à
intégrer le système Trust dans leur chaîne d'approvisionnement. Cela étant dit, je vais donner la parole à Max pour qu'il nous donne un aperçu plus détaillé de ce système. Merci beaucoup, Henrik. Je m'appelle Max Kabalissa et je suis le responsable de la chaîne d'approvisionnement de la division de l'UNICEF à Copenhague et je travaille sur ce système de traçabilité et de vérification. Je suis ravie de faire partie de l'équipe aujourd'hui et on peut passer à la diapo suivante. Donc, merci beaucoup à nouveau. Je voulais simplement ici vous donner un aperçu global du système Trust dont Henrik vient de parler et je suis ravie de voir que cela est en lien avec les présentations de nos collègues de l'OMS. Donc, nous avons les différentes utilisations qui ont été mentionnées et les opportunités et les défis sont relativement similaires à ceux qui ont été énoncés par nos collègues de l'OMS. Le système Trust est composé de 5 éléments de base. Nous avons une interface standard pour les fabricants. Nous avons aussi un répertoire. Nous avons eu une application de vérification pour les smartphones. Et puis, bien sûr, nous avons aussi un système de connexion grâce à un programme intelligent. Puis, nous avons également ce que l'on appelle le tableau de bord. Alors, l'interface standard pour les fabricants que je viens de mentionner permet de faire le lien entre le fabricant et le système Trust en lui-même. Le fabricant peut mettre les différentes données, le nombre de séries et les différents produits de la série dans le système directement. La partie suivante, c'est le répertoire en lui-même qui contient toutes les données de produits et toutes les données d'événements, donc la vérification et la traçabilité, pour veiller à ce que ces données soient conservées dans un répertoire sûr. Cela peut permettre de faciliter aussi l'échange de données entre les produits qui sont utilisés, entre les outils qui sont utilisés pour la traçabilité. Bien sûr, ce répertoire peut être mis à échelle en fonction des pays qui vont commencer à collaborer avec ce système. Donc, le système Trust peut être renforcé et inclure des modalités supplémentaires qui peuvent être utilisées pour vérifier l'authenticité des produits. Je vous parlerai des modalités existantes un peu plus tard. La troisième partie ici, la troisième composante, c'est l'application pour les smartphones qui est compatible avec Android et avec iOS. Donc, vous pouvez vérifier le produit en utilisant un système à Android ou un système iOS ou en fait n'importe quel autre dispositif de scan qui peut être utilisé. Donc, une fois que vous avez scanné l'emballage, cela envoie des informations au répertoire et puis le système fait la vérification et vous pouvez recevoir les résultats du scan sur votre smartphone pour vérifier l'authenticité du produit en direct. L'autre aspect important ici, c'est une interface de programmation qui permet de renforcer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement. On comprend que beaucoup de pays ont déjà un système de traçabilité, donc il est important que Trust puisse répondre aux différentes difficultés liées à l'interopérabilité du système. Donc, cela sera fait par un système API et puis vous aurez une connexion système à système en direct. La dernière partie ici, c'est le tableau de bord. Nous avons un tableau de bord qui permet de
voir les différents événements en fonction, bien sûr, de l'accès que vous avez, parce que cet accès est lié aux privilèges que vous avez dans le système. Donc, vous allez peut-être pouvoir voir les différents événements de vérification en fonction de votre accès. Je voulais souligner que l'accès est limité aux individus faisant partie des différentes organisations partenaires. Pour l'instant, nous avons 4 modalités différentes que vous pouvez utiliser pour vérifier l'authenticité des produits. La première, c'est l'application créée par Trust. Donc, cette application vient directement avec le système Trust. C'est une application mobile, donc il vous suffit de la télécharger. Si vous utilisez un portable Android, vous pouvez télécharger cette application depuis le Google Store. Et si vous utilisez un téléphone Apple ou un système iOS, vous pouvez télécharger l'application depuis l'Apple Store. Vous pouvez scanner le produit et puis recevoir directement les résultats de votre scan. La deuxième modalité est similaire à la première que je viens de mentionner. Alors, c'est la même chose, sauf que ça peut être personnalisé pour inclure des spécificités des pays et les langues qui sont utilisées dans ce pays en question. Mais vous retrouvez les mêmes fonctionnalités de scan que dans la modalité A. La modalité C est davantage une interface API avec une application développée au niveau national en lien avec le système national existant parce qu'on comprend qu'il existe déjà des initiatives de traçabilité dans différents pays qui ont aussi des applications qui ont été développées. Donc, nous essayons de créer le lien entre ces différents outils et vous pourrez avoir les différentes communications grâce à notre système. Et puis, dernière modalité, mais pas des moindres, c'est la modalité D, qui est une interface qui est construite entre les différents systèmes au cas où le pays dispose déjà d'un système de traçabilité national. Il est également important de mentionner quelles sont les données que nous utilisons lorsque nous menons une vérification. Donc, la vérification demande une quantité de minimum de données qui sont nécessaires pour vérifier l'authenticité du produit. Et donc, lorsque l'on regarde les données que l'on collecte, eh bien, ce sont simplement les données du produit en lui-même. Il n'y a aucune information liée aux individus ou à leur mouvement. Ça, on ne le fait pas. Donc, l'application est vraiment construite en fonction des conditions générales d'utilisation. Bien sûr, vous devez approuver ces conditions générales d'utilisation, mais elles ont été rédigées afin de protéger l'intégrité du produit et l'intégrité des données des utilisateurs impliqués dans ce système. Bien sûr, lorsque nous collectons des informations, des données, nous ne collectons aucune donnée personnelle privée de l'utilisateur. Nous ne collectons que les données de géolocalisation du scan, de l'endroit où le scan a eu lieu. Donc, par exemple, si vous scannez un produit à un endroit ou à un autre, eh bien, ça peut confondre le système. Et donc, c'est pour cela que l'on collecte les données de géolocalisation. Les données ne sont jamais rendues publiques et sont gardées dans un endroit sûr. Et puis, lorsque l'on parle de... Ah oui, c'est Anita qui en avait parlé, mais pour les questions de politique de données et d'échange de données, nous avons établi un protocole d'échange des données avec les fabricants et avec les utilisateurs du système
pour veiller à réglementer les différents échanges de données avec un accord signé entre les fabricants et les utilisateurs du système. Donc, l'idée, toujours, c'est de protéger l'intégrité de ces données et des personnes impliquées. Il est aussi important de mentionner le fournisseur de services. Alors, c'est une entreprise britannique, Reply, et c'est une des plus grandes entreprises qui travaille dans ce domaine, avec plus de 10 000 employés à travers le monde et qui fonctionne selon un modèle de réseau avec plus de 130 entreprises technologiques. C'est une entreprise qui a beaucoup d'expérience pour la vérification de l'authenticité des produits pharmaceutiques. Et c'est aussi le prestataire de services qui avait créé le système de vérification des médicaments européens, EMVO. Et l'EMVO a environ 1100 fabricants connectés et gère 250 000 produits et vérifie 10 milliards de paquets par an à travers 26 pays européens. Et donc, l'idée ici, c'est que Trust bénéficie vraiment de la réputation de cette entreprise et de la réputation de l'EMVO. Donc, Trust sera mis en œuvre en 2 phases initiales. Donc, la phase 1, c'est là où nous sommes pour l'instant. Nous opérons un test avec les différents pays partenaires pour voir comment Trust se comporte en situation réelle pour vérifier les vaccins contre la COVID-19. Les apprentissages tirés de cette phase 1 seront transférés dans la phase de production qui permettra un système de suivi complet des produits médicaux et qui permettra davantage d'intégration avec les systèmes nationaux. Et puis, lorsque l'on passera à la phase 2, nous offrirons des outils de vérification et des produits supplémentaires en plus des vaccins contre la COVID-19, donc d'autres vaccins, d'autres médicaments, des antibiotiques, etc. Et puis, bien sûr, nous attendons également à couvrir davantage de pays. Très bien, merci beaucoup. Je serai bien sûr ravie de répondre à vos éventuelles questions. Et Édouard, je vous passe la parole. Merci. Edward, I'm not sure if you're talking now. We're not hearing you. Perhaps you're muted. Okay. Edouard, je ne sais pas si vous parlez, on ne vous entend pas. Oui, désolé. Donc, merci beaucoup, Max. Merci, Henrik. Je voulais simplement vous parler de la situation du Rwanda comme un des qui a commencé le déploiement du système Trust. Donc, la mise en œuvre de ce système est menée par Rwanda FDA, qui est une autorité réglementaire chargée de la protection de la santé publique grâce à la réglementation des médicaments humains vétérinaires, des vaccins, des produits biologiques et des dispositifs médicaux. Mais nous réglementons également d'autres produits comme des produits alimentaires. Et les fonctions essentielles de notre organisme, c'est l'évaluation de produits et l'enregistrement de produits, donc des inspections, également la vigilance pharmacologique, des essais cliniques, la surveillance en termes de sécurité, etc. À chaque fois que nous avons une nouvelle initiative dans le pays ou au sein de l'autorité, en tout cas, on doit toujours essayer de voir ce que disent nos politiques afin d'avoir un peu de soutien pour expliquer ce qui nous permettra de mettre en œuvre simplement les initiatives que nous voulons apporter dans le pays. Donc, lorsque l'on se rend compte qu'il y a
une tendance ici. Nous, on a voulu inclure la traçabilité dans notre plan national afin de renforcer la qualité et la sécurité du produit. On s'est donc penché sur nos politiques et sur notre plan stratégique national pour le secteur pharmaceutique et on s'est rendu compte qu'on devait créer et renforcer un système d'assurance qualité. Mais nous avons également mis l'accent sur l'utilisation de nouvelles technologies qui nous aideraient dans notre tâche. Et on s'est rendu compte que l'écueil ici, c'est que nous avions un problème pour garantir la qualité du produit tout au long de la chaîne de valeur. Donc, l'idée, c'était aussi de renforcer la précision des données, la capture des données et l'efficacité des opérations de la chaîne d'approvisionnement. Et ce qui avait été proposé à l'époque, c'était de mettre en œuvre des normes mondiales pour l'identification des produits et pour la récolte de données. C'était une initiative qui a été menée par le ministère de la Santé. Alors, pourquoi parlons-nous de normes internationales? Eh bien, parce que même si nous avons différentes structures d'identification et de classification nationale, nous comprenons bien que pour interagir avec nos différents partenaires commerciaux extérieurs, nous devons parler une même langue commune. Donc, au Rwanda, nous avons les normes internationales et cela nous permet de garantir l'interopérabilité entre différents systèmes dans un même secteur grâce à un code de référence à associer aux produits dans les différents groupes d'acteurs. Donc, l'idée première, c'était d'avoir une stratégie. Donc, nous avons invité différents acteurs, différentes parties prenantes. Nous avons invité des experts en traçabilité pour rédiger une stratégie, une vision nationale sur la traçabilité. Le premier objectif, c'était de réduire la présence de médicaments falsifiés et de qualité moindre, de garantir la qualité et l'efficacité désirée des produits pharmaceutiques, de promouvoir la confiance, d'offrir une certaine visibilité du statut du produit tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de renforcer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et d'augmenter bien sûr la sécurité, la sûreté du patient. C'est une stratégie qui a été rédigée en mai 2019 avec différents points nous permettant de mettre en œuvre cette stratégie et de créer un système de traçabilité dans le pays. Donc, nous avons différentes approches complémentaires pour garantir une chaîne d'approvisionnement sûre et sécurisée. Premièrement, nous avons la vérification. Cela nous permet de vérifier que nous permet de vérifier la validité du produit grâce à l'identification. Et deuxièmement, nous avons la traçabilité. Nous voulons savoir où le produit se trouve dans le système de circulation, mais nous voulons également connaître l'origine du produit et la chaîne de responsabilité. Pour nous, en tant que nouveaux arrivants dans ce système de traçabilité, nous avons commencé par la vérification, mais nous essayons petit à petit d'arriver à un système de traçabilité complet de nos produits pharmaceutiques. Donc maintenant, nous parlons de notre feuille de route pour l'intégration des vaccins de la COVID-19 dans le système de traçabilité. On avait la chance de déjà avoir quelque chose en place en termes de système de traçabilité. On avait notre système national qui était en construction et donc nous avons pu
intégré cette initiative pour la traçabilité des produits liés à la COVID-19. Et aujourd'hui, nous avons commencé l'essai clinique du système Trust, le test du système Trust. Donc, comme on l'a dit dans les présentations, il y a différents modèles. Et donc, nous avons lancé un test de la modalité A du système Trust. Donc, les apprentissages, les leçons tirées, l'expérience gagnée de cette phase test seront utilisées pour faire le lien entre le système Trust et notre système national. Cela nous permettra d'intégrer les modalités du système Trust dans l'application nationale du Rwanda. Il s'agit ici d'une autre modalité, la modalité C, comme cela a été expliqué lors de la dernière présentation. Bien sûr, notre objectif, c'est d'avoir un système de suivi et de localisation complet qui inclurait qui ne ferait non seulement le lien entre le répertoire mondial et notre répertoire national, nous voulons également inclure les systèmes de transaction qui sont identifiés dans les opérations de la chaîne d'approvisionnement. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, comme je l'ai dit, vous voyez ici que on se dirige vers la modalité C. Avec cette modalité C, nous voulons pouvoir connecter ce que nous avons appris dans la mise en œuvre de la modalité A. Donc, l'application du catalogue produit national serait mise à jour pour faire le lien avec le répertoire Trust directement. Donc, nous avons ici l'application de catalogue produit national, mais nous voulons également leur donner une application mobile NPC pour valider les informations dans le répertoire Trust directement. Cela inclut le numéro de série et le numéro de lot notamment. Après avoir mis en œuvre la modalité C, notre objectif final, c'est vraiment d'avoir une capacité de traçabilité complète au sein du Rwanda pour renforcer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, réduire le risque de falsification et augmenter l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Il y a différentes façons de faire cela, mais nous aurons toujours notre application mobile qui sera utilisée pour valider le scan dans le catalogue national du Rwanda, mais nous voulons aussi pouvoir valider le numéro de lot et le numéro de série dans le cadre du système opérationnel national du Rwanda. Nous avons par exemple le système LMIC qui nous permettrait de valider le numéro de lot et le numéro de série en lien avec notre application de catalogue produits mobile du Rwanda. Et voilà ce que j'avais à dire pour la situation du Rwanda. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup à toutes et à tous pour ces présentations. Alors, il semblerait que nous n'ayons pas encore de questions de la part de nos participants. Donc, je voulais vous rappeler que si vous avez des questions pour nos intervenants, vous pouvez les poser dans la section questions et réponses dans le bas de votre écran. Pendant ce temps-là, je vais rappeler à tous les participants que vous recevrez les liens vers l'enregistrement et les présentations à la fin de cette série de webinaires. Donc, nous allons encore attendre quelques secondes pour voir si certains de nos participants ont des questions ou pour voir si certains de nos intervenants souhaiteraient dire encore quelques mots.
D'accord, très bien. Pas d'autres questions? Ah, si. Je vois ici une question de Abdoulaye qui nous demande si l'application Trust peut être utilisée en mode hors ligne après avoir téléchargé l'application. Merci pour la question. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Abdoulaye, pour cette question. Oui, il est possible d'utiliser l'application en hors ligne après l'avoir téléchargée et cela fonctionne tout aussi bien qu'en ligne. Nous avons fait le test au Rwanda et on a vu que ça fonctionnait très bien. Merci beaucoup, Max, pour la clarification. Et je vois une autre question dans le chat. Désolée, Géraldine. Je voulais simplement ajouter un petit élément. C'est quelque chose qu'Edouard mentionnait pendant la présentation, mais peut-être qu'on ne s'est pas bien rendu compte. Mais c'est en fait aujourd'hui que la phase test a été lancée. Et donc, Edouard et son équipe testaient l'application ce matin avec le mode en ligne, le mode hors ligne, etc. Donc, c'est quelque chose de très frais, frais d'aujourd'hui même. Et je pense que c'est une étape très importante pour le système Trust. Merci, Henrik, pour ce complément d'information. Alors, je vois d'autres questions dans le chat. Emmanuel, notamment, nous demande comment on suit et localise les produits fabriqués au niveau local. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette question. J'aimerais clarifier certaines choses avant de continuer. Trust a deux capacités, la vérification et puis, bien sûr, la traçabilité. Donc, la version actuelle que nous utilisons travaille sur la vérification et nous devons comprendre qu'il s'agit d'une comparaison de l'information que vous scannez sur le code barre avec les informations qui sont déjà présentes dans le système Trust. Donc, pour ce qui est de travailler avec les fabricants locaux, il n'y aurait pas de problème, mais ce qui est important, c'est de travailler avec ces fabricants locaux pour qu'ils puissent télécharger les informations sur le système comme le font les autres fabricants plus grands. Une fois que vous avez intégré l'information dans le système, eh bien, vous pourrez avoir ce système de comparaison. Et cela vous permettra de faire la vérification. Et puis, bien sûr, la deuxième phase que nous allons avoir nous permettra aussi d'avoir des interfaces qui soutiendraient la vérification des commandes. Donc oui, pour répondre à votre question, oui, Trust peut également suivre et localiser les produits fabriqués par des fabricants locaux. Je ne sais pas si mes collègues ou Édouard ont quelque chose à ajouter là-dessus. Nothing to add. Maybe just related to this question around. Oui, alors par rapport à ces questions sur les fabricants locaux, etc., il y a un avantage à utiliser le système qui prend le pas sur le reste. Parce que si vous êtes au Rwanda, par exemple, même si vous ne pouvez pas avoir les informations qui viennent du Nigeria, disons, vous avez de toute façon toutes les alertes qui sont liées aux produits qui ont été scannés au Rwanda. Donc, par exemple, si vous avez un produit que vous scannez au Rwanda et qui
qui aurait dû être dans un autre pays parce qu'il y avait un scan là-bas, cela crée une alerte parce qu'il s'agit d'une activité suspicieuse. Même si vous ne voyez pas ce qu'il se passe dans le pays voisin ou dans tout autre pays d'ailleurs, vous recevez tout de même l'alerte parce qu'il y a des incohérences dans les produits, des produits qui seraient soi-disant dans deux pays au même moment, alors que cela, bien sûr, ne devrait pas avoir lieu. Merci beaucoup pour cette explication. Et je vois une autre question ici, puisqu'il nous reste encore quelques minutes. Savons-nous s'il y a des expériences d'utilisation de l'application au Nigeria? Oh, go ahead, Max. Go ahead. Allez-y, Max. Non, non, allez-y, pas de problème. Thank you for the question. Merci beaucoup pour cette question. Alors, nous travaillons avec le Nigeria pour organiser une phase de test similaire que celle que l'on a fait aujourd'hui au Rwanda. Je pense que ça va avoir lieu dans les 2 à 3 semaines à venir. On attend encore seulement certaines confirmations, mais normalement, d'ici à la fin du mois de juillet, nous aurons les résultats de l'expérience à la fois au Nigeria et au Rwanda. Ce sont les 2 premiers pays qui déploieront le système Trust dans une phase test, bien sûr, mais avec des vrais produits, des vrais numéros de série, de vrais vaccins et de vrais produits contre la COVID-19. Et puis, de la même manière qu'au Rwanda, le plan au Nigeria, c'est d'aller encore plus loin de l'application Trust en elle-même et d'incorporer la capacité d'envoyer des demandes au système Trust en utilisant les systèmes qui sont développés localement au Nigeria. Fantastique. Merci beaucoup pour vos réponses. Et je pense que cela conclut la séance de questions et réponses. Donc, je vais clôturer cette séance. J'aimerais vous remercier et remercier tous les intervenants pour vos présentations extrêmement intéressantes. Merci d'avoir pris le temps aussi de répondre aux questions de nos participants. À nouveau, je rappellerai à tous les participants que vous allez recevoir le lien pour l'enregistrement et les présentations par mail à la fin de cette série de webinaires. Sur cette note, je vais clôturer ce webinaire. À nouveau, merci à tous nos intervenants, à tous nos participants pour vos questions et votre participation. Nous avons hâte de vous avoir avec nous lors du prochain webinaire. Au revoir. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Au revoir. Passez une belle fin de journée.